Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'incontournable. Savez-vous combien coûte une année blanche? Eh bien, beaucoup d'argent. Le ministre de l'Éducation nationale parle de 300 milliards que perdrait l'État si l'année n'est pas sauvée. Conséquence de l'attaque jeudi contre Notre-Dame par des élèves du public, une suspension des cours dans l'établissement. De même qu'à Immaculée Conception, la Sainte Jeanne d'Arc, elle, se barricade. Le Sénégal, terre d'asile pour Amadou Toumani Touré, le président malien renversé par un coup d'État, est à Dakar depuis 24 heures. Et puis le focus du jour, la journée du talibé. Aujourd'hui, nous invitons ce soir le président de l'association des maîtres coraniques des Parcelles Assainies, Imam Adamasek, sera sur ce plateau tout à l'heure. Bienvenue dans l'incontournable. Bonsoir, Mme Fatou Ndoye. Tout sourit parce qu'il devrait y avoir une baisse des prix des denrées de première nécessité. Tout à fait. Si on en croit l'UNACOIS, les denrées de première nécessité vont subir une baisse en début de semaine, lundi ou mardi au plus tard. Une annonce faite par la structure de commerçants à l'issue d'une rencontre avec les grossistes et les détaillants. Nous écoutons justement Moussa Dia, vice-président et chargé de communication de l'UNACOIS. Depuis la campagne, ils font partie des priorités du président Macky Sall depuis la campagne, donc faire baisser les prix des denrées de première nécessité. Donc il était venu ici chez nous pour discuter ça avec nous. Et depuis lors jusqu'à présent, je crois que l'UNACOIS a toujours fait des efforts pour que ça soit possible. Donc c'est possible et on a montré au Sénégal que c'est possible. Et Inch'Allah, d'ici lundi, maximum mardi, vous verrez que les prix vont baisser. C'est possible, tant mieux donc. Une année blanche coûterait 300 milliards de francs CFA à l'État. Ce sera également au prix d'énormes sacrifices plutôt que l'année scolaire sera sauvée. Ces propos sont du ministre de l'Éducation, optimiste malgré la forte tension qui règne dans le système scolaire sénégalais. Ibrahima Sall qui compte sur le dialogue et la compréhension entre les différents acteurs. Le nouveau ministre de l'Éducation s'est ainsi exprimé à l'occasion de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours des 10 mots de la francophonie. Et nous allons l'entendre au micro de Astoumen Tchoub et Hamza Diallo. Je pense que ce concours des 10 mots montre que l'école sénégalaise, dans sa profondeur même, dans sa vocation de formation, se porte très bien. Et que la qualité des récipiendaires, leur diversité de provenance montre aujourd'hui que l'école sénégalaise va au-delà des grandes villes, parce que nous avons eu des récipiendaires qui venaient dans les villages les plus reculés du Sénégal. Nous en avons aussi de la sous-région. Donc c'est une occasion pour moi de féliciter l'ensemble des organisateurs et de dire aux parents que le ministère de l'Éducation nationale se mettra à leur côté pour promouvoir les langues, mais aussi les mathématiques et toutes les autres matières enseignées dans les écoles sénégalaises. Tout pays qui se respecte doit promouvoir la formation. Il faut qu'à travers l'école, que les enfants sachent lire, écrire, faire des mathématiques, savoir raisonner pour que demain, ces enfants s'adaptent aux réalités du monde moderne. Éducation toujours, le collectif des bacheliers non orientés à bout de patience, un ultimatum fixé aux autorités. S'ils ne sont pas orientés d'ici lundi, ils vont bloquer tout simplement le fonctionnement de l'université en provenance de plusieurs régions du Sénégal. Ces bacheliers non orientés ne croient plus aux promesses des autorités. C'est du moins ce que dit Kémo Dramé, coordonnateur du collectif, au micro de Fatima Taba. Nous sommes là depuis le mois d'octobre. Nous sommes en train de courir derrière une orientation. Bon, jusqu'à présent, on a fait toutes les démarches nécessaires possibles, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de satisfaction. Donc l'administration nous a fait des promesses. On a essayé de patienter ces promesses-là. Donc ils nous ont demandé un délai, de patienter ce délai, de collecter tous les relevés des nouveaux bacheliers non orientés. On a collecté ce relevé-là, on a déposé. Ils nous ont demandé, ils vont sortir les listes le mercredi, c'est aujourd'hui. Donc hier, on est venu hier, il n'y avait pas de liste. Maintenant, ils nous ont encore demandé de patienter le lundi. Si tel n'est pas le cas, le lundi, nous allons lancer un ultimatum. Donc, accès sera interdit. On va fermer toutes les portes de l'université
Et nous sommes prêts à mourir ici. Autre étudiant, autre combat, le collectif des étudiants de Bambilor qui dit non à la restauration de la communauté rurale de leur localité. Des étudiants prêts à entamer une grève de la faim si le président Macky Sall ne revient pas sur sa décision d'abroger les décrets sur les découpages administratifs. Ils exigent par ailleurs des audits sur la gestion foncière à Sangalkam. Nous écoutons à ce propos Mohamed Faye. Parce qu'on ne peut pas concevoir, vu Bambilor sur son plan démographique et géographique, qui dépasse même les 16 000 habitants, puisse revenir en arrière pour être encore un village derrière Sangalkam. C'est anormal et nous jugeons ça inutile. Nous comptons mener une grève de la faim illimitée. Même s'il ne se reste qu'on perde la vie, on le fera pour Bambilor. Ce que nous attendons le plus chez le président Macky Sall, c'est quoi? C'est qu'il fasse une audit profonde sur la gestion foncière au niveau de Sangalkam. Et puis après 2 années d'activité, le bilan de la RADDHO est plutôt satisfaisant. Conclusion tirée à l'issue de la réunion du conseil d'administration. Toutefois, Madouli souhaite plus de visibilité pour les autres membres qui composent la structure. La RADDHO qui se dit également déterminée à dénoncer tous les coupables d'exactions lors des dernières élections et à les faire punir. Amadouli au micro de Cher Sadi Boudiara et Amadou Gueye. Au fond, est positif, dans la mesure où, comme vous le savez, la RADDHO a joué un rôle déterminant dans la dynamique des événements qui se sont passés récemment. Il est vrai que peut-être nous avons eu à faire des observations au président par rapport à son implication, souvent un peu trop poussée, qui a d'ailleurs tendance à occulter l'existence d'autres membres de la RADDHO. En cas de nécessité, rappeler à toutes les institutions, à tous les organes de l'État d'avoir à jouer leur rôle. Le rôle de punition, éviter l'impunité. Les familles des victimes portent plainte et nous les encadrons, nous leur donnons l'assistance judiciaire, les avocats si nécessaire. Donc nous nous impliquons et nous allons nous battre également pour jouer leur rôle de veille, d'alerte et de saisine des organismes judiciaires en cas de nécessité. Amadouli, président du conseil d'administration de la RADDHO, nous allons à présent au niveau de la permanence du Parti démocratique sénégalais où apparemment la riposte se fait sentir par rapport aux fondeurs. Iboukan, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatundoy. Alors, quelle est la réaction de Oumar Sarr et compagnie par rapport à ce qui se passe au sein du Parti démocratique sénégalais? Voilà, Mme Fatundoy, on est là au quartier général du Parti démocratique sénégalais. Et en quintessence, la position de Oumar Sarr de cette faction du PDS qui se dit loyal à Maître Abdoulaye Wade est dégagée à travers une phrase prononcée par Maître Ousmane Ngom. L'ex-ministre de l'Intérieur déclare devant l'assistance qu'il y a des gens qui, dès que le navire prend eau, ils sautent comme des rats. En d'autres termes, Pape Diop, Mamadou Seck et Ousmane Masseck Ndiaye et compagnie ont trahi Maître Abdoulaye Wade aux yeux de l'ancien locataire de la place Washington. Pour rappel, le groupe des fondeurs soutient que son action fait suite aux décisions unilatérales de Maître Abdoulaye Wade au Congrès, décision relative à la dissolution de toutes les instances du Parti démocratique sénégalais et à la nomination d'Oumar Sarr comme coordonnateur national du parti, mais également la confectionnement des listes pour les législatives. Mais aujourd'hui, faux rétorque Oumar Sarr et ses camarades. Pour eux, la forme de discorde est survenue après que Maître Wade a convoqué ces derniers pour leur demander de s'investir sur les listes départementales s'ils aiment et tiennent réellement au Parti démocratique sénégalais, chose qu'ils n'ont pas appréciée du tout, d'où la rébellion à laquelle on assiste aujourd'hui. En clair, les loyalistes à Abdoulaye Wade, si on peut les appeler ainsi, croient dur comme fer que si Maître Abdoulaye Wade était toujours au pouvoir, jamais Pape Diop et compagnie ne prendraient une telle décision. Et pour eux, cette démarche n'a pas fini de révéler ses dessous car il y soupçonne des velléités de transhumance. Merci Boukan, comme qui dirait Mamadou, après la défaite, la division. Une affaire qui n'a pas encore connu son épilogue. Tout à fait. Merci Mme Fatundoy, rendez-vous tout à l'heure dans le sport. Un invité surprise chez les blessés et mutilés de guerre. Il s'agit du chef suprême des armées en personne. Le président de la République s'est rendu ce vendredi à l'hôpital militaire de Ouakam, au chevet des soldats blessés, mais surtout avec un joli cadeau. Macky Sall leur a promis le réengagement de ceux qui sont aptes à travailler. Cerise sur le gâteau, une hausse de salaire. Compte rendu d'Issa Prera avec Ali Mbaye.
Le président est accueilli par le chef d'état-major des armées. Après les honneurs militaires, direction le pavillon marine où sont logés les blessés et mutilés de guerre. Macky Sall est rentré dans toutes les chambres et s'est entretenu avec les malades. Une manière de les encourager et de les assurer du soutien de l'État. Puis c'est le centre de médecine physique qui accueille le président dans un bâtiment et des installations flambant neufs. À la suite du centre de médecine physique, cap sur le centre d'appareillage. Là, le président a eu droit à une séance de démonstration de fabrication de prothèses. À la fin de sa visite, Macky Sall a promis un plus grand soutien à la structure hospitalière. Mais de façon plus large, le président indique qu'il veillera à ce que l'armée soit plus entraînée et plus équipée. C'est un exemple qu'il faut soutenir et je vais soutenir cet hôpital, je le dis au général, qui travaille sans moyens, pour en faire un véritable hôpital militaire pour une prise en charge meilleure et immédiate de nos blessés sur le terrain des opérations. J'ai déjà donné les assurances au SEMGA et à l'ensemble des autorités militaires qu'en ma qualité de chef suprême des armées, je veillerai à ce que l'armée soit bien équipée et bien entraînée pour continuer à assurer de la façon la plus optimale sa mission régalienne de défense du territoire national. Sur le plan social, Macky Sall a promis de revoir la situation des blessés et mutilés de guerre. Je veillerai également sur le plan social à ce que les cas douloureux qui nous arrivent pour des PDL qui sont encore dans la durée légale et qui ont été blessés, et qui sont maintenus dans les armées, puissent voir leur situation évoluer de façon positive, ainsi que tous les blessés et mutilés de guerre. Toujours à propos de la demande sociale, le président Macky Sall demande cette fois-ci un peu plus de temps. Un délai de grâce pour respecter les engagements pris lors de la campagne électorale. Réaction de quelques citoyens au micro d'Ibou Diouf, Ibou Cissé. Oui, un état de grâce, c'est une période où vous permettez à votre interlocuteur de retrouver ses repères, mais c'est aussi une période où l'interlocuteur doit donner des signaux forts. En ce moment, on peut comprendre l'état de grâce. Les Sénégalais savent bel et bien que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, à savoir la question de l'éducation, la cherté de la vie. On peut leur donner un peu de temps pour qu'il fasse ce qu'il peut faire dans ce pays. Mais il y a une limite parce que quelque part, on ne voudrait pas revivre ce qu'on avait vécu en 2000. Parce que en 2000, on avait demandé à cela pour le président Abdoulaye Wade, on laissait le travail, Vu ce qu'il a apporté cette fois, je ne pense pas qu'il amène le même scénario que Wade. Wade a fait son trajet, mais ce dont on avait besoin, lui, il ne l'a pas fait. Donc on est sûr, pas sûr à 100%, mais on accorde le bénéfice du doute à Macky pour qu'il puisse aider les Sénégalais. Les délais, ce n'est pas important. Vous savez, les délais, c'est très relatif. Chacun a ses délais. L'essentiel, c'est d'articuler la bonne volonté des uns et des autres et également les signaux très forts. Je ne pense pas que la situation de 2000 va se reproduire en 2012. Non, ça, même, je ne le crois pas. Il ne peut pas régler tous les problèmes actuellement, parce que vraiment, parce que le pays là, il y a ce qu'on doit régler. Hein, on ne peut pas régler ça dans un temps record, quoi. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il ne doit pas oublier ce qu'il a amené ici. Hein? Il a passé quelque part. Il doit laisser la chance à ces personnes et les écouter, hein? les concerter à chaque fois. Parce que lui, il a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Des problèmes, on n'en a pas encore fini. L'école privée catholique subit les contre-coups de la grève dans le public. Les cours sont momentanément suspendus à Notre-Dame et Immaculée Conception. Hier, des élèves du public qui font eux-mêmes les frais de la grève de leurs professeurs ont saccagé les bus de Notre-Dame. Un acte de violence qui a perturbé le fonctionnement de l'établissement. Non loin de là, la Sainte-Jeanne d'Arc, cette autre école privée, a pris les devants pour assurer sa sécurité. Un sujet de Fatima Taba avec Madani Mariga pour les images.
Notre-Dame, Immaculée Conception, Sainte Jeanne d'Arc, 3 institutions qui n'avaient jusque-là pas connu de perturbations dans leur fonctionnement. Eux aussi viennent de rejoindre les rangs, toutes proportions gardées. En effet, des lycéens protestants contre la crise scolaire qui paralyse l'éducation depuis quelques mois ont saccagé des bus de transport appartenant à l'institution Notre-Dame. Les cours sont momentanément suspendus dans l'établissement. L'institution ne dispose plus d'assez de bus pour le ramassage des élèves. À l'heure actuelle, toutes les écoles privées de la capitale ont déployé des forces de sécurité aux abords des enceintes pour étudier dans la tranquillité. C'est le cas de la Sainte Jeanne d'Arc. D'ailleurs, ici, c'est presque la fin de l'année car fonctionnant avec le programme de la France. À l'institution Immaculée Conception aussi, il n'y a pas eu de cours ce vendredi. La secrétaire trouvée sur place nous confirme que les cours vont reprendre le lundi. La situation reste tendue entre élèves du public qui veulent décréter une année blanche et l'État qui ne veut pas en entendre parler. En attendant, les cours vont reprendre ce samedi à l'institution Notre-Dame. L'établissement se réserve le droit de porter plainte contre X. Sénégal-Mali, Amadou Toumani Touré vit désormais chez nous. Le président déchu malien est arrivé la nuit dernière à Dakar, accompagné de sa famille. ATT n'a pas fait de déclaration, se contentant de serrer quelques mains d'officiels sénégalais. Le ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du président de la République étaient à l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise. Le récit de Marie-Christine Mendy. Amadou Toumani Touré déballe ses valises au pays de la Teranga. Si tard dans la soirée d'hier qu'il a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Dakar à bord de l'avion présidentiel sénégalais La Pointe-Sarène. Le président déchu est arrivé en terre sénégalaise avec toute sa famille. Ses enfants, ses petits-enfants, avec eux des gardes du corps. Sans faire la moindre déclaration, l'ex-président malien a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Maître Aline Batara Cissé, et le porte-parole du président de la République, Abou Abel Thiam. Cet exil a été rendu possible suite à un accord entre le chef de l'ex-junte, le capitaine Sanogo. ATT s'était réfugié à la résidence de l'ambassade du Sénégal à Bamako, selon le président Macky Sall. Amadou Toumani Touré a été renversé le 22 mars par le capitaine Sanogo. Aujourd'hui, selon des sources, il serait logé avec sa famille à la résidence Pasteur. Retour sur la bonne nouvelle du début de journal. Mame Fatou, tu as sous les yeux quelques prix de certaines denrées. Tout à fait. Confirmation donc de ce qu'on disait à l'entame de ce journal. Le kilo de riz ordinaire est arrêté à 280 francs CFA contre 325, tandis que le kilo de riz parfumé à 435 contre 475 francs CFA. Concernant le sucre, le kilo sera vendu à 580 contre 690, alors que le litre d'huile est arrêté à 960 contre 1200. Annonce du Premier ministre Abdoul Mbaye à l'issue du Conseil interministériel et d'application immédiate, selon nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Et puisque tu es au four et au moulin, on te retrouve juste après ce qui suit. D'abord du football, on se démultiplie ce soir sur ce plateau. Éliminatoire de la CAN Junior de 2013, 3 stages d'affilée pour les Lionceaux. À l'initiative du nouvel entraîneur, Boukounta Cissé, qui a décidé d'organiser 3 stages pour 43 joueurs présélectionnés, dont le premier démarre dès dimanche, donc à partir de 18 h, une convocation. Par ailleurs, le second stage se déroulera à partir du 25 avril et puis le dernier donc commencera et prendra fin au 1er mai. Boukounta Cissé, qui a qualifié l'équipe nationale cadette à la CAN de sa catégorie en 2011, a ainsi réparti Mamoudou les 43 joueurs présélectionnés en 3 groupes, et ces juniors exemptés pour les préliminaires de la CAN Junior seront opposés pour le second tour au vainqueur du match Libéria-Niger. Ce sera au mois de juillet. Coupe de la Ligue, c'est toujours du football. Les 16e de finale ce week-end. Diambar qui reçoit Renaissance de Yoff au stade de Fodé Wade de Saly. Ce sera donc demain. La CSS qui affronte Port au stade d'Emba Diop à 16 h. Garaf reçoit HLM, et à 18 h, Uzo GFC, le choc de la Ligue 1. Et puis dimanche, à l'Insitoé Diatal, le Casa Sport reçoit la Cinéor de Ligue 2, parmi donc les quelques affiches à noter.
Et puis on termine cette page sport avec l'actualité qui va dominer ce week-end sportif. Il s'agit évidemment du combat entre Yekini et Balla Gaye 2 prévu dimanche prochain au stade Demba Diop. Les pronostics vont bon train. Les amateurs de lutte parient fort sur l'un ou l'autre des deux protagonistes. Au micro de Sayer Insa Diop et Mardia. C'est un combat de choc. Yekini, c'est un lutteur qui a fait beaucoup de progression. Mais Balla Gaye, c'est un gosse qui vient de se développer. Mon lutteur préféré, c'est Yahya. Il est plus puissant, il est plus technique et plus intelligent que les autres lutteurs. Les gens devraient y aller tout doucement. Côté mystique, y aller tout doucement. À cause de l'argent maintenant, les gens ont tendance à prendre le combat très à cœur, coûte à y laisser leur vie. Tous les deux sont à chance égale, je peux dire. Ça va permettre donc aux Sénégalais quand même d'enlever le stress. Yekini part logiquement favori, d'autant plus qu'il est le roi des arènes. Et puis donc il l'a démontré donc à maintes reprises. Je pense que c'est comme la fois passée à la RTS, hein. Il faut reconnaître le nom des choses. La lutte, c'est la lutte. Après la lutte, ils ne sont pas des ennemis. L'heure qu'on fait les combats, c'est pas bon. C'est l'heure de la prière. Et quand tu rentres dans la mosquée, tu vois que même les premiers sapins, on ne va pas le remplir. Que Yekini gagne, Balla Gaye gagne, ce n'est pas la fin du monde, c'est des Sénégalais. On s'attend quand même à un bon combat. Mamoudou, c'est la fin de cette page sport. Et on va suivre. Merci Mme Fatou et bon week-end. On passe au focus du jour consacré à la journée du talibé célébrée ce 20 avril. Les concernés au premier chef, à savoir les talibés, ignorent presque tout de cette journée. Les maîtres coraniques, eux, sont plus au parfum des choses. Ils plaident pour le renforcement des capacités des enfants ainsi que pour la promotion de l'enseignement et de la culture islamique. Focus Maïmouna Ndiaye Diafaraba, nous regardons. Ces talibés ignorent la journée qui leur est pourtant dédiée, mais des maîtres coraniques réunis autour d'une association défendent la cause de ces enfants. On rappelle au ministre de l'Éducation de réguler le système éducatif sénégalais. Pour notre cas, nous avons une inspection des daras. Pour cela, nous voulons le retour du ministère chargé des affaires religieuses. Franchement, l'enseignement du Coran doit être revu. Les maîtres coraniques, préoccupés par le sort de ces enfants, condamnent fermement l'attitude de certains de leurs collègues mêlés dans des affaires de mœurs. Le Coran est bien précis. Les maîtres coraniques doivent veiller à l'éducation des enfants. Cependant, ils ne doivent pas pervertir les mômes. C'est vraiment regrettable que des éducateurs violent les jeunes filles. À mon avis, ils doivent tous être sévèrement sanctionnés. Ces éducateurs demandent également aux artistes, musiciens et lutteurs de ne plus utiliser les versets coraniques lors de leurs prestations. Nous dénonçons également l'utilisation du Coran dans certains lieux. Par exemple, la lutte et dans certaines prestations des artistes. C'est pas normal. Ces maîtres coraniques lancent un appel au chef de l'État afin qu'il décerne un grand prix aux enfants. Ceci dans le but de les encourager à mémoriser le Coran. Imam Adamasek, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Première question, ce reportage montre que les talibés ne sont pas au courant, en tout cas pas beaucoup, de cette journée du talibé célébrée chaque 20 avril. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation qui est mené à leur endroit? Merci beaucoup Mamadou de cette question. Bon, à notre niveau, nous croyons que peut-être il y a un travail qui doit être fait au niveau étatique. Parce que cette journée, on l'appelle une journée nationale des talibés. Bon, étant donné que à chaque fois, si le 20 avril arrive, alors on commémore cette journée. Normalement, elle doit avoir un impact au niveau national. Bon, peut-être les enfants talibés ne savent pas ce que signifie cette journée, mais néanmoins, à chaque fois, on a constaté que au niveau de nos autorités étatiques, si le 20 avril arrive, on le dédie aux enfants. C'est quand même paradoxal, on parle beaucoup de maltraitance des talibés,
on a parlé des cas de viol. Est-ce que d'abord vous acceptez ces accusations qui sont portées souvent contre certains d'entre vous en tant que maître coranique? Voilà, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'association, à notre niveau, bon, vu que certaines accusations allouées au niveau des maîtres coraniques, bon, on ne peut pas le nier. Il y a certains parmi nous, de nos collègues, bon, on peut l'appeler comme ça, qui font des choses qui ne sont pas du tout normales, du point de vue même islamique. Parce que, étant un enseignant coranique, normalement, tu dois être un éducateur. Oui. Ce qui fait que ces genres de pratiques vraiment malsaines, bon, ça fait partie de notre combat. Justement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une autorégulation en votre sein? Avant même de parler de justice ou de police, est-ce qu'il y a une autorégulation? Oui, effectivement, il y a une autorégularisation parce que nous, à chaque fois, d'ailleurs, si vous voyez les années précédentes, nous avons l'habitude d'organiser des genres de manifestations pour essayer d'extérioriser nos doléances. Et parmi ces doléances, nous avons toujours édité ou bien formulé un certain nombre de recommandations vis-à-vis des autorités étatiques. Cette année-ci, on a élaboré comment dirais-je, un document ou bien des revendications. On a formulé des revendications du nombre de 15 points. Bon, on peut y trouver, par exemple, on a revendiqué d'abord, dans un premier temps, essayer d'améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des talibés au niveau des Dara. Inviter aussi le ministère qui est chargé de l'éducation nationale, c'est-à-dire de renforcer la part du budget alloué à l'inspection des Dara qui est notre tutelle au niveau du ministère, afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Il y a d'autres aussi également, comme éviter également les acteurs. Par exemple, tout ce qui concerne le pays nous concerne, nous sommes des citoyens à part entière. C'est pourquoi on a invité même les acteurs de l'éducation nationale, dans sa globalité, à conjuguer leurs efforts afin d'éviter une année blanche. Malgré nous sommes... C'était ma question. Est-ce que l'année blanche, on peut l'imaginer dans l'école coranique? Non, l'année blanche dans l'école coranique ne peut pas exister. Parce que les maîtres coraniques, ils font ce qu'ils font en croyant que c'est un devoir. C'est un devoir musulman, c'est un sacerdoce. Alors c'est pourquoi c'est diamétralement opposé par rapport à... Mais malgré tout, nous sommes des citoyens. Et puis, nous avons nos enfants dans les écoles publiques françaises. Ça ne vous laisse pas indifférent. Quelle solution avez-vous pour, par exemple, qu'on ne connaisse pas de perturbations à l'école française? D'ailleurs, nous l'avons suggéré lors de notre point de presse. Parce qu'il faut qu'il y ait une rupture, vraiment, qu'il y ait une entente, ou bien une entente entre les autorités et les syndicalistes. Parce qu'il faut, pour trouver une solution, il faut que l'un cesse une partie de ses revendications et que l'autre... Parce que ce que nous croyons, on ne peut pas trouver une solution pour régler définitivement ce problème-là, alors sans pour autant que, par exemple, celui qui peut faire ce qu'il peut faire, il doit le faire, absolument. Mais aussi, qui revendique quelque chose, mais il faut qu'il ne revendique pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Je ne sais pas comment mais c'est pourquoi nous invitons encore les syndicalistes et les autorités, alors vraiment d'essayer de trouver un terrain d'entente afin de sauver l'année scolaire. Dernière question en 30 secondes, vous parlez aussi de promotion de l'enseignement et de la culture islamique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'enseignement de la culture islamique de manière générale, mais de manière spécifique, de manière spéciale, l'enseignement de l'éducation coranique. Parce que nous travaillons dans un secteur qui est pratiquement, je ne peux pas dire totalement laissé en rade, mais
c'est un secteur qui est extrêmement sensible. Du point de vue, étant d'abord des musulmans, des croyants, qui ne peuvent faire rien du tout dans leur l'adoration, par exemple, dans leur foi, alors sans pour autant se référer alors des textes du Coran et de la Sunna. Et pour se référer de ces textes-là, il faut absolument il faut qu'il y ait une éducation de base. Et cette éducation de base ne peut être rien que l'éducation coranique. C'est pourquoi nous travaillons, nous faisons tout ce que nous pouvons alors pour essayer de former les gens et que nous interpellons. C'est surtout les nouvelles autorités, alors afin de vraiment trouver de nous apporter leur appui, leur assistance, afin que nous puissions alors mener notre combat pour essayer de trouver des solutions définitivement, des solutions durables aux problèmes soulevés. Merci Imam Adama Seck, c'est la fin de l'incontournable pour ce soir. Retenez le rendez-vous du week-end, c'est le choc, c'est dans le domaine de la lutte. Balla Gaye 2 Yekini, un plateau spécial sur TFM dimanche. Et puis, Imam, si vous achetez le sac de riz, sachez qu'il va connaître une baisse à partir de la semaine prochaine. Merci, bonsoir chez vous, excellent week-end.